Voilà. C'est bon. Bonjour tout le monde. Bon après-midi ou bonsoir tout le monde. C'est déjà notre 8e cours aujourd'hui. On va continuer où on avait laissé la dernière fois. On avait déjà commencé à parler des différents obstacles à la méditation. On avait déjà vu, nous, 3 obstacles. On avait terminé les 3 premiers obstacles. Donc aujourd'hui, on va terminer les 2 derniers obstacles parce qu'il nous reste aussi d'autres sujets à voir ensemble. Donc, on va voir les autres obstacles aujourd'hui. Donc, on va commencer, comme à l'habitude, par notre première méditation du cours. Donc, juste essayer, comme à l'habitude, de concentrer votre esprit, de garder l'esprit libre de toute pensée conceptuelle, juste essayer de demeurer l'esprit calme intérieurement, d'essayer de concentrer votre esprit à l'intérieur. Donc, prenez l'objet que vous prenez habituellement, le même objet. Si votre esprit est vraiment trop distrait par les différentes pensées, donc vous pouvez utiliser, comme on avait expliqué, les techniques, comme on avait parlé avec la respiration, le compte de la respiration, ou encore de prendre la visualisation avec expirer la fumée noire, inspirer la lumière blanche. Donc, on va faire comme ça quelques minutes ensemble où on va essayer de cultiver le calme à l'intérieur de nous. Hmm. Lo pe yu la ye wa xi xie xi yang da don lai zu xin zhi ba yi xi ne la gong sun du zhe wei lam yu tu yu la ke wa jie jie lo lo pe yu la ye wa xi xie xi yang da don la zu xin zhi ba yi xi ne la gong sun du zhe wei lam yu tu yu la ke wan jin ye lo lo pe yu la ye wa xi xie xi yang da don la zu xin zhi ba yi xi ne la gong sun du zhe wei lam yu tu yu la ke wa jin ye lo.
Voilà, c'est bon. Donc, on va continuer avec ce qu'on avait laissé la dernière fois, les explications. On avait parlé qu'il y a dans l'atteinte du calme mental, OK? Qu'est-ce qu'on cherche, surtout dans la philosophie bouddhiste tibétaine, quand on parle de l'enseignement du Bouddha, on dit tous les enseignements que le Bouddha a donnés sont inclus dans deux catégories pour développer deux qualités qui sont les plus importantes. En fait, toutes les qualités sont résumées dans ces deux-là, qui sont le développement de un esprit calme et serein, dont le calme mental, puis l'autre esprit qui est la vision supérieure. Donc, on dit que pour arriver à trouver le bonheur, comme Shantideva a dit, afin de surmonter toutes les afflictions mentales, on doit rechercher la vision supérieure et qui doit être supportée tout d'abord par le calme mental. Fait que c'est vraiment le calme mental qui est la fondation nécessaire. Puis ensuite, grâce au calme mental, le chemin principal dans la philosophie bouddhiste, c'est la sagesse, la vision supérieure qu'on peut développer sur la base de ce calme mental-là. Ça ne veut pas dire que, comme par exemple, quand on parle des deux, en fait, quand on parle des deux sortes de méditation, la méditation de concentration et la méditation analytique, donc c'est tous les enseignements du Bouddha ont dit que justement visent le développement de ces deux sortes de méditation-là pour atteindre ces deux qualités-là. La méditation de concentration, elle, permet l'atteinte de la sérénité intérieure. C'est la méditation du calme mental, la concentration qui permet d'atteindre le calme mental. Puis la sagesse, elle, permet
En fait, la méditation analytique permet le développement de la sagesse, de la vision supérieure. Donc, ça ne veut pas dire que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint le calme mental, on ne peut pas développer la sagesse. C'est pas ce que ça veut dire. Mais si on veut développer la sagesse en profondeur, celle qui va être capable de nous libérer complètement et définitivement des perturbations mentales jusqu'à leurs racines. Donc, oui, là, ça prend le calme mental comme fondation. Donc, comme ça, en tant que tel, les deux sortes de méditation, analytique et concentration, vont être complémentaires. Une va aider l'autre à se développer. Donc, plus qu'on va être capable de méditer de façon analytiquement, plus que notre état d'esprit va naturellement tendre vers le calme et la sérénité. Puis, donc, plus qu'aussi on développe le calme mental, de plus qu'on développe la concentration, bien, plus que notre méditation analytique va pouvoir être faite aussi en profondeur. C'est pour ça que les deux sortes de méditation sont vraiment complémentaires. Puis, une fois qu'on va atteindre ce qu'on appelle le réel calme mental, comme la 10e étape là, sur le tableau qui représente le calme mental réel, mais là, sur cette base-là, on va être capable de faire développer beaucoup plus en profondeur la sagesse. Puis là, on va être capable de développer ce qu'on appelle la vision supérieure. Donc, en tant que tel, même si on dit que toutes les méditations, que les enseignements du Bouddha sont orientés vers le calme mental et la vision supérieure, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint la 10e étape sur le tableau, on ne parlera pas d'un vrai calme mental, même si toutes les étapes qui précèdent ça, puis qui tendent à rendre l'esprit plus serein, plus calme, sont quand même dans la direction du calme mental. Mais le vrai calme mental, lui, c'est vraiment à l'atteinte de la 10e étape. Puis de la même façon, toutes les méditations analytiques sont comme incluses dans la partie vision supérieure, dans la partie vision supérieure des enseignements du Bouddha. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint le calme mental, puis qu'on n'aura pas développé la sagesse qui analyse la nature des phénomènes sur la base du calme mental, puis qui engendre une certaine souplesse dans notre esprit à cause de cette analyse-là, donc on n'aura pas développé non plus la vraie vision supérieure. Mais malgré tout, d'ici ce temps-là, même si on n'atteint pas le calme mental encore, quand même, tout ce qu'on peut faire en comprenant mieux la nature des phénomènes et notre esprit, donc c'est quand même inclus dans la partie vision supérieure de la voie. Donc comme ça, on parle de deux sortes de méditation, concentration analytique, pour atteindre ces deux états-là, que sont le calme mental et la vision supérieure. Donc, qu'est-ce que nous, on explique principalement ici dans le cours, c'est sur la méditation pour atteindre le calme mental. Donc, on dit que pour atteindre ce calme mental-là, dans notre conscience, il y a 5 obstacles qui peuvent se manifester. Donc, on avait vu le premier qui est la paresse. On avait vu comment le surmonter. On avait vu ensuite l'oubli qu'on peut aussi surmonter par la force de l'attention. Puis, on avait vu dans les 2 derniers cours le troisième obstacle qui se divise en 2 parties, comme on parle du relâchement de l'esprit, relâchement mental, ou l'agitation mentale. Donc, on avait vu ces 2 obstacles-là en détail. Puis, on avait vu l'antidote aussi qui est approprié à ce niveau-là, au troisième obstacle. Donc, l'antidote au relâchement et à l'agitation, à ce troisième niveau-là, c'est l'antidote qui est la vigilance. Donc, la vigilance, c'est l'antidote à ce troisième niveau-là, mais est-ce que la vigilance est capable d'éliminer le relâchement et l'agitation réellement? Non. La vigilance est seulement là pour déceler la présence d'agitation, de relâchement. Donc, d'être attentif à notre esprit, d'être vigilant sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que le travail complet sur notre esprit est fait. Par exemple, de prendre conscience souvent on parle dans l'enseignement du Bouddha de prendre surtout conscience de nos défauts et de voir surtout les qualités des autres. Donc, de ne pas prendre en considération nos qualités, de ne pas s'attarder à nos qualités, puis de ne pas s'attarder aux défauts des autres, mais de plutôt faire le contraire, de s'attarder à nos propres défauts, puis de voir les qualités des autres. Donc, de prendre conscience de nos défauts, c'est une chose qui est vraiment importante si on veut avancer, parce que tant qu'on n'aura pas pris conscience de nos défauts, ben on ne pourra pas les améliorer, puis on va toujours être pris dans la même situation. Donc, de prendre conscience de ce qui nous fait obstacle, de ce qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de progresser vers l'éveil, c'est vraiment important. Mais est-ce que c'est suffisant d'en prendre conscience puis de s'arrêter là? Bien sûr que non. Donc, c'est pour ça qu'on avait vu comme ça que le troisième obstacle, l'agitation et le relâchement, l'antidote approprié à ce niveau-là, c'est la vigilance, d'être vraiment de plus en plus
de prendre de plus en plus conscience, de plus en plus vigilant sur les moindres comme fonctionnement de notre esprit, à quel point s'il tombe dans le relâchement ou dans l'agitation. Donc, c'est sûr que si on est dans les premières étapes du cheminement, ben, on va être capable plus ou moins de voir ces problèmes-là comme l'agitation et le relâchement. Comme sur l'image, les premières, deuxième étapes, on voit pas le singe pas le singe, mais l'éléphant qui apparaît sur le dos, non, le lapin qui apparaît sur le dos de l'éléphant, parce que c'est le premier, deuxième niveau, notre capacité à être vigilant n'est pas assez développée parce que notre attention non plus n'est pas assez développée. Donc, à partir de la troisième étape, le méditant a une plus grande attention, puis il va être capable de voir des défauts plus subtils dans son esprit. Donc là, il est capable de faire la distinction entre relâchement subtil et relâchement grossier. Là, c'est pour ça que le lapin apparaît sur le dos de l'éléphant. Puis à partir de la sixième étape, le lapin va disparaître. À partir de la sixième étape, oui. Puis à partir de la sixième étape, le lapin disparaît parce que, rendu à ce niveau-là, la présence de relâchement est rendue seulement subtile. Parce qu'on était capable d'arrêter le pouvoir du relâchement grossier, de l'agitation grossière. Maintenant, on est capable de juste arrêter comme ces obstacles-là à leur niveau le plus subtil. On ne les laisse pas se développer jusqu'à leur niveau plus grossier. Alors que nous présentement, c'est le contraire. Le relâchement ou l'agitation se manifeste principalement comme au départ de façon subtile, mais en fait, on ne le voit même pas venir. C'est juste qu'on est rendu à un niveau grossier qu'on peut commencer à s'en apercevoir parce que notre prise de conscience de notre esprit est pas assez profonde. Donc là, on n'est pas capable de faire la distinction. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on est plus capable de voir la distinction entre relâchement subtil et relâchement grossier. Donc, c'est comme ça que on explique le cheminement. Comme ça, on peut s'en rendre compte. Donc, on avait vu, nous, ensemble, c'est ça, les trois premiers obstacles. Donc, une fois qu'on a été vigilant sur la présence de ces obstacles-là qui se présentent à notre esprit, qui empêchent notre esprit de demeurer calme. Donc, qu'est-ce qui peut se présenter ensuite comme obstacle? Le quatrième obstacle, c'est en fait, on dit de notre esprit qui... on est conscient, on est vigilant qu'il y a la présence d'agitation, de relâchement, mais notre esprit s'applique pas activement à arrêter la présence de ces obstacles-là. Donc, ça serait comme être conscient d'avoir un problème, mais de rien faire pour le résoudre. Donc, par exemple, plus facile, concret maintenant, c'est les inondations au Québec. Donc, si on était conscient que l'eau rentre chez nous, mais que quelqu'un nous demande est-ce que l'eau rentre chez vous, on dit oui, j'en suis conscient, mais est-ce que tu fais quelque chose pour arrêter l'eau de rentrer ou pour sécher ta maison ou quoi que ce soit? Non, je fais rien. Donc, c'est d'être conscient d'un problème, c'est une bonne chose, ou d'être conscient d'une maladie, c'est une bonne chose. Mais si je fais rien pour guérir la maladie, si je fais rien pour régler le problème, donc ça ne servira pas à grand-chose nécessairement d'en être conscient. Donc, c'est pour ça que être vigilant, c'est l'antidote, comme le sixième antidote, en fait, celui qui est l'antidote au troisième obstacle, l'agitation et le relâchement, mais c'est un antidote qui est partiel, parce que si on l'applique seulement partiellement, après ça, l'obstacle va continuer. Donc, l'autre obstacle qui peut se présenter justement après avoir été conscient de agitation et relâchement, on dit c'est l'absence d'application, la non-application d'antidote. Donc, d'être conscient qu'il y a quelque chose qui fait défaut à notre esprit, d'être conscient qu'il y a un problème, quelque chose qui nuit à notre bonheur, quelque chose qui nuit à notre bien-être intérieur, puis laisser aller, comme juste être négligent. C'est comme on pourrait parler ici, être négligent, donc pas appliquer d'antidote. Donc, c'est ici cet obstacle-là qui se présente au quatrième niveau. Donc, des fois, on peut vraiment être conscient. Par exemple, il y a des gens, des fois, qui vont dire, moi, je suis conscient que j'ai tel défaut, mais ils n'ont pas le goût de le changer. Ils n'ont pas vraiment l'intérêt ou le goût ou la motivation ou quoi que ce soit de changer ce défaut-là. Donc, c'est un peu ça qui arrive ici. D'être conscient, d'être vigilant. Oui, prendre conscience qu'on a certaines agitations, relâchements, mais de ne pas rien faire pour s'en libérer. Donc, ici, son antidote à l'absence d'application, ça devient l'application. Donc, de rien faire, vous avez un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? C'est faire quelque chose, comme appliquer son antidote. Donc, c'est ça qu'on parle ici de l'obstacle au quatrième niveau. Le quatrième obstacle et le septième antidote, c'est l'absence d'application et l'application.
Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis le relâchement? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis l'agitation? Donc, Lama Tsongkhapa explique comme ça dans son texte, il dit comme vis-à-vis l'absence d'application d'antidote. C'est ça. Lama Tsongkhapa explique dans son texte, le Grand Lamrim, que l'antidote réel au relâchement mental, c'est la réflexion sur les bienfaits de l'esprit d'éveil, la précieuse vie humaine, l'impermanence, etc. Donc, c'est ce que Lama Tsongkhapa explique. Pourquoi il dit ça ici? Parce que notre esprit qui tombe dans le relâchement, c'est qu'il manque de vivacité, il manque de vigueur. Il est comme un peu comme en train de s'endormir, il tombe un peu dans la paresse, il n'y a pas d'énergie. Donc, on a juste à penser, par exemple, comme le sujet de l'impermanence. Par exemple, si notre vie, on nous apprenait on allait voir le médecin, puis il nous apprenait qu'il nous restait seulement une semaine à vivre. Qu'est-ce qui se passerait dans notre esprit? Notre esprit deviendrait très comme non seulement il n'y aurait pas de léthargie, il n'y aurait pas de relâchement, il n'y aurait pas de sommeil, mais justement, on n'arriverait pas à dormir, je pense, pendant cette semaine-là, parce qu'on se dirait qu'est-ce que je peux faire pour profiter de la semaine qui me reste? Qu'est-ce que je peux faire pour pas perdre une seconde ou qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comme notre esprit serait très anxieux ou très actif dans cette direction-là. C'est la même chose si on s'endort puis on est au volant ou on s'endort puis on marche sur la rue, quoi que ce soit, puis qu'il y a une auto qui nous passe juste à côté puis qu'on vient presque pour faire un accident. Donc, notre esprit se réveille automatiquement. Donc, dès qu'on est capable de, par exemple, quand arrive une circonstance extérieure qui nous fait penser qu'on peut mourir, que notre vie n'est pas permanente, c'est quelque chose qui nous réveille nécessairement. Même si ce n'est pas la mort, si on est capable de prendre conscience de l'impermanence, par exemple, si j'étudie à l'école, puis j'ai un travail à rendre, puis là que je remets toujours à demain, puis là que, à un moment donné, je me rends compte que la date, c'est demain. Là, vraiment, pour moi, c'est important de rendre ce travail-là à temps. Donc, ce soir-là, je n'arriverai pas à dormir, je vais être trop anxieux ou trop comme concentré à vouloir faire cette chose-là. Donc, comme ça, dans la philosophie bouddhiste, on parle que la chose la plus importante pour arriver à nous libérer de cette forme de torpeur, d'apathie, de relâchement, de sommeil, etc., qui nous perturbe tout le temps, ben, c'est d'éveiller notre esprit par des réflexions appropriées qui vont agir comme antidote à cette forme d'état d'esprit comme ça dans la noirceur, dans le sommeil. C'est vraiment la meilleure chose à faire, dans le sens que dans le bouddhisme, on parle par exemple de la précieuse vie humaine. C'est sûr qu'on en parle plus dans le cours de l'Amrim. Dans certains sutras, le Bouddha explique comment notre vie humaine est précieuse. Parce que dans le concept bouddhiste, c'est sûr de la vie, il y a une seule vie, c'est quelque chose qui est très court. On a vécu et on va vivre encore plusieurs vies. Mais d'avoir une vie humaine, premièrement, c'est quelque chose qui est extrêmement rare et extrêmement précieux. Dans le sens que dans la philosophie bouddhiste, on parle de plusieurs formes de vie, qu'à chaque naissance, on peut prendre une vie de type différent. Puis, la vie humaine est considérée comme un des meilleurs contenants pour notre esprit, et même souvent le meilleur contenant. Dans le sens que dans plusieurs autres formes de vie, par exemple, dans la vie animale, même si on avait une vie animale qui est extrêmement confortable, avec un bon propriétaire, de la bonne nourriture, on a une bonne santé, on a une longue vie, tout va bien dans notre vie en tant qu'animal. Du point de vue bouddhiste, c'est quand même moins favorable d'avoir une vie animale plaisante qu'une vie humaine qui serait déplaisante. Pourquoi? Parce que dans la vie animale qui est plaisante, avec toutes les conditions favorables, cette vie-là, même si elle aurait toutes les conditions les plus merveilleuses, elle ne permet pas assez d'évolution. L'animal, lui, ne peut pas beaucoup réfléchir, il ne peut pas beaucoup contempler certaines choses que l'être humain peut réfléchir. Donc, ça fait que l'animal est comme un peu prisonnier de sa situation, de ses fonctions cérébrales, de son esprit qui a moins de sagesse qu'il peut développer. Donc, l'être humain, au contraire, lui, peut vraiment réfléchir à plein de choses. Donc, bien sûr qu'à cause que l'esprit humain est très développé, on peut utiliser l'esprit humain pour faire beaucoup de mal, mais ça, après ça dépend de la motivation. Mais si notre motivation est vraiment bonne, donc l'être humain peut faire des choses vraiment incroyables, des choses vraiment extraordinaires. Donc on dit que la précieuse humaine, c'est elle qui permet d'atteindre la libération et l'éveil. Ce qu'un autre support ne permet pas. Par exemple, le support animal, la vie animale ne permet pas ça. Donc, l'objectif
réel ou plus important dans la philosophie bouddhiste, c'est de pouvoir trouver un vrai bonheur profond, durable, alors que l'animal ou une autre forme de vie ne permettra pas de trouver un bonheur profond, durable, juste un bonheur temporaire, avoir des bonnes conditions de vie, un environnement paisible, la bonne nourriture, etc. Donc, des fois, le Dalai Lama dit, par exemple, si on consacre toute notre énergie juste aux besoins temporaires et matériels, donc notre vie n'est pas mieux que celle d'un animal. C'est même peut-être même préférable d'être un animal, dans le sens que l'animal ne lui fera pas de choses négatives ou il ne fera pas des souffrances ou des inquiétudes, des fois qui sont exagérées pour rien. Donc, c'est comme notre vie humaine ne sera pas utilisée à son plein sens si on fait seulement comme ça. Donc, d'une part, pour réveiller notre esprit, comme ça, on dit on va réfléchir à la préciosité humaine. En fait, là, je parlais juste de la vie humaine, mais du point de vue de la philosophie bouddhiste, il y a ce qu'on appelle la précieuse vie humaine. Donc, c'est pas n'importe quel humain qu'on parle qui a la précieuse vie humaine. Pour avoir une précieuse vie humaine, il faut non seulement avoir un corps humain, mais il faut aussi posséder certaines caractéristiques qu'on appelle les libertés et les richesses. Habituellement, dans les textes, il parle de 8 libertés, 10 richesses, mais en tant que tel, l'essence de tout ça, c'est d'avoir un esprit qui est capable de réfléchir. Donc, parce que des fois, certains êtres humains, certaines personnes ont un corps humain, mais leur capacité mentale de réfléchir ont été à la naissance, par exemple, un problème, ou ils ont eu un accident, puis après ça, ils n'ont plus leur capacité mentale, ou qui auraient des capacités physiques très limitées, qui ne sont pas capables de voir, entendre, etc. Donc, pour avoir accès aux enseignements, ce serait difficile aussi. Donc, il faut comme ça avoir toutes ces capacités-là de notre côté, pour avoir aussi accès à des enseignements qui nous permettent d'avancer comme ça, comme le Dharma. Donc, toutes ces conditions-là réunies, et aussi d'avoir confiance, parce que des fois, certaines personnes ont les capacités mentales pour réfléchir, mais ils n'ont pas accès au Dharma, ou ils ont accès, mais ils ne sont pas intéressés. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dotés de capacités intellectuelles vraiment remarquables, super développées, qui sont capables de comprendre plein de choses, mais pourtant, est-ce qu'ils sont nécessairement capables d'être toujours heureux? Pas nécessairement. Donc, comme ça, de pouvoir avoir toutes les conditions telles que accès aux enseignements du Dharma, la capacité de réfléchir, la capacité de l'apprécier, d'avoir confiance, la capacité de le pratiquer, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, on dit presque impossible à atteindre. Donc, c'est pour ça que le Bouddha, il dit, il donne l'image de la tortue qui est aveugle, qui nage sous l'océan, qui sort sa tête une fois par 100 ans de cet immense océan. Elle ne sait jamais où elle va sortir. Puis finalement, elle réussit à passer sa tête à travers d'un petit anneau de bois, qui est la grosseur de sa tête. Donc, c'est quelque chose qui est presque impossible. On ne peut pas dire que c'est impossible parce que toujours la loi de probabilité fait qu'il peut y avoir cette chance-là qui arrive, mais sinon, on ne mettrait pas notre main au feu, on ne gagerait pas là-dessus tellement que c'est peu probable. Donc, comme ça, c'est notre vie humaine. Le Bouddha explique que notre vie humaine, avec toutes les libertés et les richesses comme ça qui nous permettent de cheminer vers l'éveil, c'est encore plus rare que cet exemple-là, pour nous montrer à quel point c'est rare. Donc, si on est capable de réfléchir souvent à ça, c'est sûr que ce n'est pas juste y penser une fois que ça va être très bénéfique, mais de l'avoir toujours présent en nous, cette réflexion-là, d'être capable d'apprécier la chance qu'on a, la rareté, puis ensuite, d'être capable de s'imprégner du fait que cette vie-là est impermanente, en pensant justement comme les exemples qu'on donne parfois quand avant les enseignements, des fois on récite un passage qui est étoile, mirage, bougie, illusion, goutte de rosée, bulle, rêve, éclair, nuage. Donc, toutes des images comme ça qui nous reflètent la nature impermanente des choses. Quand on voit une étoile filante, quand on voit une bulle de rosée, quand on voit un nuage qui passe, si on se dit « Ah, je vais m'accrocher à cette chose-là, je veux qu'elle reste toujours », mais dès qu'on s'y est accroché, c'est déjà en train de se terminer. Donc, notre vie, on devrait la considérer comme ça. On dit tous les phénomènes composés, on devrait les considérer comme ça. Notre vie incluse, bien sûr. Donc, notre vie est quelque chose de composé, c'est quelque chose qui a commencé à un moment. Et dès le moment où ça a commencé, c'est déjà en train de se terminer. Par exemple, il y a des gens qui, même avant de sortir du ventre de leur mère, des êtres humains, des animaux, qui vont mourir. Donc, la vie est vraiment très fragile, très brève, dans le sens qu'il y a plusieurs êtres qui n'arrivent même pas à avoir un développement à l'intérieur même de l'utérus avant de sortir,
que ce soit dans un utérus ou dans un œuf ou peu importe, mais il y a vraiment toute forme de naissance qui est très fragile. Dès qu'il y a une naissance, la vie peut s'arrêter n'importe quand. Donc, pour certaines personnes, ils réussissent à sortir, oui, devenir sortir de l'utérus, etc. Mais après, s'ils sont malades ou s'il y a un accident, des fois des enfants très jeunes qui vont mourir à cause d'une maladie, un accident. Donc, ça peut être en tant qu'enfant, ça peut être en tant que jeune, adulte, adolescent, et après ça plus tard. Mais de toute façon, à chaque jour de notre vie, c'est un jour où on n'est pas certain de se rendre au lendemain. Il n'y a personne, aucune personne qui peut dire avec garantie inébranlable à 100%, je vais être encore ici demain. Donc, comme ça, de garder toujours, comme réfléchir constamment à ça, puis de garder toujours présent dans notre esprit cette réflexion-là sur le fait que on a une occasion qui est extraordinaire, qui est extrêmement précieuse, qui se produit presque jamais, comme ça, comme l'exemple de la tortue, qui est dotée de richesses tellement extraordinaires, comme le fait qu'on ait la liberté de pouvoir s'exprimer, de réfléchir. Combien de personnes sur la Terre n'ont même pas le droit de s'exprimer, n'ont même pas le droit de juste faire ce qu'ils veulent librement. Dans combien d'endroits sur la Terre, il y a des gens qui sont à chaque jour menacés de mourir, que ce soit à cause de bombes, de tortures ou de la famine ou de la maladie ou quoi que ce soit. Donc, si on pense à notre situation dans laquelle on est, si on pense à l'ensemble des êtres, on va voir que notre situation à nous est vraiment privilégiée. On a vraiment un immense bonheur, richesse, cadeau avec nous. Donc, prendre toujours conscience de ça, de renforcer cette conviction-là, de l'avoir de mieux en mieux, de plus en plus clairement. Donc, garder toujours présent notre esprit. Puis, en plus de ça, en ayant toujours ça à l'esprit, de penser c'est quoi la nature de la vie que j'ai présentement? C'est quoi la nature de cette situation-là dans laquelle je suis? De prendre conscience que chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans cette vie-ci, c'est un jour de moins dans ce corps-là. Puis, en fait, il n'y a aucune garantie. En fait, il y a une garantie inébranlable que je vais mourir. Il y a aucune garantie du jour où ça va se passer. Donc, comme ça, on est capable d'avoir ces deux réflexions-là toujours présentes à notre esprit. La grande richesse, la grande valeur de ce qu'on est en train de vivre présentement, à quel point je suis chanceux de pouvoir, même si j'ai des petits problèmes à vivre, même si j'ai des souffrances mineures dans ma vie quotidienne, comme tout le monde en a de toute façon. Donc, même si j'ai ces choses-là à vivre, oui, mais malgré tout ça, si je prends de façon objective ma situation, puis que je la compare avec l'ensemble des êtres dans l'univers, ma situation est vraiment extraordinaire. Cette situation extraordinaire-là n'a aucune fondation solide, est toujours en train de se décomposer, dans le sens où je suis en train d'aller de plus en plus vers le processus inévitable qui est la mort, dans le sens que on voit les signes tranquillement apparaître, on voit comme la mort, c'est juste un instant, mais on peut le voir tranquillement arriver quand on commence à voir nos cheveux blancs, on commence à avoir moins de cheveux, on commence à avoir des petites rides qui se forment, quelque chose. Donc, c'est notre santé aussi, notre force, c'est toutes nos choses comme ça qui, tranquillement, comme s'en vont vers leur diminution. Donc, on est capable de voir que notre vie, tranquillement, est impermanente. Donc, avoir ces deux outils-là toujours présents à notre esprit, que la vie est précieuse et qu'elle ne dure pas, qu'elle est éphémère. Donc, c'est ce que la Matsongkhapa explique comme étant les meilleurs outils pour arriver à se libérer du relâchement. Voilà. C'est le relâchement. Okay? Le relâchement, c'est vraiment, on en parlait avant dans les deux obstacles, qui est l'agitation et le relâchement. C'est le relâchement qui est le plus difficile. L'agitation qui arrive premièrement, qui est plus facile d'identifier, mais le relâchement est plus dur parce qu'il est beaucoup plus subtil, il est comme plus coriace parce qu'il est comme plus, il s'insinue puis il est vraiment pas très apparent. Donc, c'est le relâchement qu'on dit qui est le pire obstacle. Donc, pour s'en libérer, c'est ce que la Matsongkhapa explique, on devrait réfléchir à la précieuse vie humaine, l'impermanence ou des sujets qui sont joyeux. Par exemple, pas nécessairement notre party de fête de la fin de semaine, mais plus comme notre grande chance comme ça de pouvoir développer la compassion, l'amour universel, l'esprit d'éveil, c'est des qualités comme ça du chemin spirituel qui peuvent nous rendre plus heureux, nous et les autres. Donc, c'est en réfléchissant à des choses comme ça qui vont stimuler notre esprit pour arrêter le relâchement. Donc ça, on dit que c'est la meilleure technique pour arrêter le relâchement.
si pour nous c'est trop difficile, vraiment l'apathie, la torpeur, la léthargie est trop forte, donc là, de amener comme une image de lumière à l'esprit. Par exemple, de soit, si on n'est pas capable encore plus facilement, donc regarder comme une lumière, regarder le soleil, regarder l'extérieur, comme ouvrir nos yeux. Quand notre regard est trop penché vers le bas, OK, donc si on est dans la noirceur, c'est sûr qu'on ne peut pas fermer les yeux non plus pour que le relâchement s'installe facilement. Donc, de prendre le temps de regarder à l'extérieur, regarder la lumière, ou intérieurement de faire apparaître la lumière, d'amener l'image de la lumière à notre esprit. Parce qu'on dit que le sommeil arrive quand on amène l'image de la noirceur à notre esprit, mais si on amène l'image de la lumière, donc c'est le contraire qui va se produire. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on devrait toujours visualiser aussi notre objet lumineux, qui va empêcher l'esprit de tomber dans le relâchement comme ça. Donc, il y a d'autres techniques aussi, par exemple, les méditants prenaient toujours à cœur, par exemple, de méditer quand c'est une période de temps chaud dans l'année, donc d'aller dans des endroits frais, par exemple en haut des montagnes, quand il fait trop froid, descendre dans les plaines. Donc, d'avoir un peu d'air frais aussi, une température plus fraîche va aider à rester plus calme, quitte à plus mettre un vêtement un peu plus chaud. Ça va faire qu'on va être moins dans l'apathie, dans la torpeur, la léthargie, le sommeil, etc. Donc aussi même de un peu stimuler nos sens en ayant quelque chose à boire, par exemple un thé. Si je prends une gorgée de thé, donc ça va un peu comme stimuler mes sens, être capable d'éveiller un peu mon esprit. Donc on fait une sorte de technique. Il y avait aussi certains méditants, il paraît que pour arriver à rester plus éveillé, ils prenaient un contenant d'eau, puis avec une plume ou quelque chose comme un petit bâton. Là, quand il était en train de s'endormir, donc, il s'aspergeait d'eau sur le visage, sur la tête, etc. Ou même, j'avais entendu certains méditants qui restaient comme ça la tête droite, ils prenaient un petit contenant d'eau sur leur tête, comme ça. Donc, vous comprenez le processus. Si quelqu'un est un peu endormi, donc, il va se réveiller. Donc, c'est une sorte de technique. Ou vraiment, si c'est trop difficile, aussi arrêter un peu, sortir un peu de la léthargie du relâchement, aller marcher un peu. Marcher un peu, prendre l'air quelques minutes, aller prendre une douche, un peu se réveiller un peu. Comme ça, il y a toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser. Mais si, on dit, si vraiment on avait une bonne intégration des enseignements sur la précieuse humaine d'impermanence, donc, pas besoin de comme ça de se réveiller avec les choses extérieures. L'extérieur, c'est comme plus concret, plus facile, mais si notre esprit était très imprégné de ça, donc on n'aurait pas besoin de ces éléments extérieurs-là. C'est vraiment comme ça qu'on peut se familiariser tranquillement. Et donc, ensuite, quelle application je devrais avoir? Quel antidote appliquer vis-à-vis l'agitation mentale? Donc, ça, on avait déjà parlé un peu aussi que l'agitation mentale est reliée avec le désir-attachement. Parce qu'il y a plusieurs formes de dispersion de l'esprit. On avait vu avant la dispersion, la distraction, l'agitation. Le singe dans l'image, c'est la dispersion. Mais il y a une forme de dispersion qui est dirigée vers le négatif. Cela, on l'appelle la distraction. La distraction, c'est une dispersion qui est orientée à cause qui est... L'esprit est distrait, l'esprit est dispersé, mais à cause d'une affliction mentale. Une dispersion n'est pas nécessairement une affliction mentale, n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce qu'on peut être dispersé par quelque chose de positif aussi. Donc, comme ça, il y a une forme de dispersion qui est négative qu'on appelle la distraction. Puis la distraction peut être de n'importe quelle nature négative. Elle peut être reliée avec l'attachement, elle peut être reliée avec la colère, elle peut être reliée avec l'ignorance, mais c'est la distraction qui est reliée avec le désir-attachement, c'est elle qu'on appelle l'agitation mentale. Donc, c'est la plus coriace ou la plus difficile à se libérer parce que l'attachement est aussi l'affliction mentale la plus difficile à travailler. Donc, c'est l'agitation, elle est produite à cause de l'attachement à quelque chose. On avait parlé avant dans l'image des 5 objets des sens qu'on voit, là, les fruits, le tissu, les cymbales, la conque avec le parfum de encens, etc. Tous ces objets-là représentent les 5 objets des sens parce que il y a plusieurs objets d'attachement. On peut s'attacher à plein de choses, pas seulement des choses extérieures, mais nous, qu'est-ce qui fait obstacle à l'atteinte du calme mental qu'on parle ici, c'est les objets d'attachement extérieurs, les objets des 5 sens. Rendu au calme mental, si je n'ai pas encore développé la vision supérieure, donc si je n'ai pas encore atteint une vision supérieure profonde, une compréhension de la réalité, il y a encore l'attachement, mais l'attachement n'est plus dirigé sur les 5 objets des sens, entre autres. Donc, l'attachement aux objets des 5 sens, c'est l'attachement le plus grossier. Donc, une fois qu'on est libéré de lui, il peut rester d'autres couches d'attachement, mais ça va être des attachements beaucoup plus subtils, beaucoup plus profonds.
Donc, qu'est-ce qui nous fait surtout obstacle, nous, en tant que débutants, jusqu'à l'atteinte du calme mental? C'est les objets des 5 sens. Les objets des 5 sens ne sont pas des obstacles en tant que tels, mais à cause de l'attachement qui est dans mon esprit, donc, ça produit beaucoup d'agitation. Cette agitation-là, c'est elle qui fait obstacle à notre calme intérieur. Si on n'est pas conscient à quel point l'agitation nous nuit, par exemple, à cause de notre agitation, notre attachement, donc on veut beaucoup de choses dans notre vie. On veut avoir beaucoup de choses, on veut beaucoup de matériel, on veut rencontrer des gens, etc. Donc, le fait qu'on est toujours dans le mouvement, qu'on veut avoir ces choses-là, donc après, c'est ce qui nous rend fatigués ou malades ou quoi que ce soit. Donc, pendant la méditation, par exemple, si je suis en train de penser à ce que je vais faire pour manger ce soir, si je suis en train de penser à ce qu'il faut que je fasse au travail demain, etc. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui apparaît comme l'agitation en tant que telle, mais en fait, mon esprit est en train de penser à ça parce qu'il est attaché à certaines choses qu'il veut avoir. Donc, l'esprit, comme ça, est en train de penser à comment je vais faire pour avoir ces choses-là. Donc, après, notre esprit n'est pas capable d'arrêter. Donc, comme ça, souvent, ce qu'on dit maintenant pour ce que la méthode de faire, par exemple, explique pour arrêter le désir-attachement, pour arrêter l'agitation mentale, ils disent de méditer sur le détachement, entre autres. Donc, c'est ce que la méthode de explique. Donc, il y a le méditer sur le détachement, entre autres. Je pense qu'on avait un peu parlé là, 2 cours. Donc, par exemple, on dit que quand on est attaché à quelque chose en particulier, donc de méditer sur les défauts de l'objet d'attachement, c'est ce qui va faire diminuer l'attachement, parce que notre esprit qui est attaché à quelque chose, c'est parce qu'il considère ses qualités. Quand il voit les qualités, il se concentre seulement sur les qualités, il exagère le pouvoir de ces qualités-là, il exagère la nature des qualités, donc l'esprit devient de plus en plus attaché à cette chose-là. Donc, c'est surtout ça qui crée l'agitation mentale. Donc, on est capable de voir que, par exemple, dans notre vie quotidienne, si on pense, un peu comme ce que le Dalai Lama dit, je pense que j'avais vu ça sur un petit texte, qu'il disait ce qui l'étonnait le plus à propos de l'être humain, c'est que il travaille très fort, il dépense tout son temps pour gagner de l'argent, mais après, cet argent-là, il l'utilise pour se guérir parce qu'il a trop travaillé. C'est vraiment comme un cercle vicieux qui n'a pas aucun sens. C'est très comme inutile de faire ça. Donc, bien sûr qu'on doit travailler, bien sûr qu'on doit faire des choses pour vivre, etc. Mais c'est de plutôt se positionner en pensant que je ne serai jamais complètement satisfait d'avoir. C'est pas en ayant tout que je vais être satisfait, parce que des gens qui possèdent beaucoup plus que moi, qui veulent encore plus, qui ne sont pas encore satisfaits. C'est plutôt être capable nous-mêmes d'avoir une certaine forme de satisfaction, de contentement de qu'est-ce qu'on a, puis d'être capable d'apprécier ça. Puis en réfléchissant au fait que quand notre esprit est sous l'influence de ce voile qui est le désir-attachement, on ne pourra jamais être complètement satisfait et heureux. Donc, plutôt de diminuer la force du désir-attachement en méditant justement sur ça, le fait qu'on va, le samsara, c'est vraiment par nature insatisfaction, on ne sera jamais complètement satisfait si on nous-mêmes, on ne met pas de limite à cette satisfaction-là. Donc, de penser comme ça au défaut aussi de l'objet d'attachement. Par exemple, quel défaut? Par exemple, si j'aime avoir une belle voiture, une belle maison, un beau chalet, un beau bateau, mais il faut que je paye toutes ces choses-là. Donc, le défaut, c'est que je peux profiter un peu de ces choses-là, mais j'en profiterai pas tant que ça, parce que souvent, les gens qui veulent trop avoir de choses, bien finalement, il faut qu'ils travaillent plus. Ceux qui faut qu'ils travaillent plus, ils ont moins de temps pour profiter de leurs choses. Même si j'ai une belle piscine, une belle voiture, un beau chalet, mais il y a combien de personnes, des fois, qui ont une belle maison en campagne, mais qui ne peuvent pas aller à la maison en campagne, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils travaillent. Quand ils arrivent sur la maison de campagne, ils n'ont pas le temps de rester tranquille parce qu'il faut qu'ils entretiennent. Donc, c'est comme ça, c'est de penser aux défauts comme ça, de penser comme oui, je vais avoir plus, mais est-ce que d'avoir plus, ça va me rendre plus heureux? De réfléchir à tout ça, de nous-mêmes faire des choix éclairés, de penser à ce qui est vraiment important pour nous, ce qui apporte vraiment du bonheur, ce que ça apporte vraiment. Donc, dans bien des cas, on va voir que non. C'est qu'on veut quelque chose, mais cette chose-là ne nous rendra pas plus heureux. Après, on va vouloir encore d'autres choses. Donc, comme ça, de penser aux défauts d'un attachement excessif, aux défauts du désir excessif, de penser aussi que de toute façon, à la fin de notre vie, toutes ces choses-là, on doit les laisser. Ils ne nous aideront pas dans le processus de la mort. Au contraire, elles vont même nous nuire si on y est attaché. L'attachement en tant que tel, il ne crée que des problèmes. Et si on s'attache trop aux choses, ils vont nous nuire. Même si c'est nos proches, on les apprécie beaucoup, on veut leur bien, mais s'y attacher va nous poser problème aussi. Va nous poser problème au moment de la mort parce que lorsque se séparer d'eux, ça va nous faire souffrir.
Puis durant la vie aussi, ça nous pose certains problèmes aussi, ça nous rend la vie difficile. Donc comme ça, avoir une vie matérielle satisfaisante, avoir une vie familiale satisfaisante, ça n'implique pas nécessairement qu'on doit avoir l'attachement. On peut avoir une vie très satisfaisante, avec beaucoup d'amour, on donne beaucoup d'amour, mais on ne va pas cultiver comme trop d'attachement ou de saisie, de possessivité, en pensant que la nature des choses est impermanente, qu'il n'y a pas de satisfaction réelle possible, que notre esprit n'est pas capable de lui-même mettre une forme de contentement, de satisfaction. Donc, c'est l'antidote comme ça à l'agitation mentale. L'agitation est produite à cause de l'attachement excessif qu'on a pour les choses comme ça. Donc, comme ça, le choix vient de, par exemple, certaines personnes qui choisissent la vie de moine ou les personnes qui choisissent une vie dans la simplicité. Donc, c'est, je pense, basé sur ces raisons-là en majorité, parce que on se rend compte que de seulement courir après plus de choses, plus de matériel, etc., c'est pas ça qui va nous rendre plus heureux. Puis on choisit un mode de vie différent, un mode de vie plus simple, pour être capable de plus pouvoir profiter, de prendre plus de temps pour soi, pour développer son esprit, etc. Donc, c'est l'antidote comme ça à l'agitation mentale. Et quand on n'y arrive pas, encore une fois, on peut employer des méthodes plus concrètes, plus faciles ou plus comme coriaces sur le coup. Par exemple, de concentrer notre esprit sur d'autres choses. Par exemple, ça peut être la récitation d'un mantra. Donc, dans les monastères bouddhistes, par exemple, pour aider, comme ça, on va faire des chants rituels qu'on appelle, mais le chant en tant que tel, il y a des paroles. Donc, on réfléchit au sens des paroles. Donc, comme ça, on ramène l'esprit sur le sens des paroles pendant qu'on les récite. Donc, ça, c'est des choses qui sont très aidantes. Ou de simplement concentrer notre esprit sur le mouvement du souffle, concentrer l'esprit sur aussi une couleur quand on inspire, expire sur une couleur associée avec une émotion, quand on parle des 5 émotions, des 5 couleurs associées, etc. Donc, il y a comme plusieurs techniques comme ça qu'on peut utiliser aussi pour arrêter l'agitation mentale. Donc, c'est bon. Maintenant, on va faire une petite méditation. Après ça, je vais terminer avec l'autre obstacle. OK? On va juste faire une petite méditation, quelques minutes. Log ye la ye wa shi 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 yang da dong la zi xin che ba yi. Che ne la gong sun de je wei lang ye de ye la ye wa jing ye lo.
Oh, c'est bon. OK, je vais juste parler encore quelques minutes, OK? On a vu maintenant donc les 4 premiers obstacles. Puis le quatrième, c'est la non-application d'antidote. Donc, suite à avoir pris conscience des obstacles, on ne fait pas d'application. Donc, son antidote, c'est l'application. Donc, qu'est-ce qui reste comme obstacle? Par exemple, quand on est rendu à la 8e étape. 8e étape, OK, ici, il y a comme l'éléphant est tout blanc, il n'y a plus de singe, il n'y a aucune noirceur sur l'éléphant non plus. Donc, cette étape-là, on dit la seule chose qui nous reste à faire pour atteindre un état d'esprit complètement équilibré, c'est d'appliquer le 5e, en fait, l'antidote au 5e obstacle. Le 8e antidote. C'est le 5e obstacle, on dit, c'est l'excès d'application d'antidote. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a appliqué tous les antidotes à ce qui dérangeait notre esprit de rester dans le calme, il y a comme un mouvement de l'esprit qui est déjà enclenché, puis qui fait qu'on n'est pas capable de juste comme lâcher prise ou de ralentir. Donc, à ce moment-là, la seule chose qui reste à faire, c'est de faire comme la non-application, ce qu'on appelle l'équanimité de la non-application. De vraiment comme garder l'esprit en total équilibre, parce que le problème vient ici du fait que avant, on avait beaucoup d'obstacles, donc là, on a comme développé un genre d'entraînement à toujours appliquer les obstacles, à devenir de plus en plus expert à diminuer les obstacles. Et à la fin, donc, il n'y a plus d'obstacles, mais notre esprit est comme toujours sur cet élan-là de vouloir appliquer les antidotes. C'est un peu comme si on courait, par exemple, la course est finie, mais notre cœur, lui, est toujours en train de battre parce qu'il a comme pris l'habitude de pomper plus pour avoir plus d'air, etc., pour amener le sang à circuler partout, tout ça, pour qu'on soit capable de courir, mais il n'y a plus besoin de faire ça. Donc, c'est un peu comme ça. Notre esprit est rendu habitué à appliquer les antidotes, il a gagné une grande expertise, mais là, c'est plus nécessaire de le faire parce que l'esprit n'a plus d'obstacles. Donc, à ce niveau-là, quand on arrive au 5e obstacle au calme mental, qui est l'excès d'application. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est appliquer, en fait, rester dans l'équanimité. Quand on parle de l'équanimité ici, on dit comme habituellement, il y a 3 sortes d'équanimité dans les textes bouddhistes. Des fois, on parle de l'équanimité en tant que sensation, parce qu'on parle des fois de 3 sortes de sensations qu'on peut vivre, sensations plaisantes, déplaisantes ou équanimes, neutres. Donc, c'est une forme d'équanimité. Une autre équanimité, c'est celle qu'on parle quand on dit on va avoir un sentiment d'équanimité pour tous les êtres, de ne pas être un sentiment de préférence ou d'aversion pour certains êtres sensibles, d'avoir un sentiment de voir tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde comme égal, moi et les autres comme égaux, les autres comme égaux. Donc, un sentiment d'équanimité comme ça. Mais ici, ce qu'on parle de l'équanimité, c'est plutôt l'équanimité d'application. Donc, dans le texte Asanga, le compendium de la connaissance supérieure, il dit, comment il décrit, peu importe l'objet sur lequel l'esprit repose, l'équanimité en rend l'expérimentation neutre. Sa fonction est de ne laisser aucune place aux états d'esprit perturbés. Donc, l'équanimité, c'est un facteur mental, une fonction qui accompagne l'esprit, qui a une nature, qui est vraiment une nature vertueuse, donc qui amène l'esprit à ne pas tomber sous la proie des perturbations. Donc, pour nous, d'avoir un esprit qui est équanime, dans le sens qui est équilibré, qui est ni dans l'agitation, ni dans le relâchement, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est ça qui permet d'avoir aucune forme de perturbation de l'esprit. Donc, c'est sûr que déjà, juste en s'entraînant l'équanimité entre tous les êtres, c'est déjà un grand pas de fait, dans le sens que on est capable d'avoir un sentiment de voir tout le monde sur un pied d'égalité en pensant, par exemple, comment tous les êtres sont bons pour nous, comment tous les êtres ont déjà été notre mère, de voir un peu comme tout le monde, comme son frère, sa sœur, son enfant, ses parents. Donc, déjà là, notre esprit va avoir beaucoup moins de capacité, beaucoup moins de force à développer des perturbations mentales parce que notre esprit n'aura plus de raison de faire des séparations entre les êtres, de avoir de l'aversion pour certains, de l'attachement pour certains. Notre esprit va les voir tous comme sur le même pied d'égalité. Donc, comme ça, de s'entraîner déjà à ça, c'est quelque chose de très bon. Donc, comme ça, pour l'équanimité, c'est donner une image aussi pour terminer. Par exemple, si vous prenez quelque chose dans vos mains, si vous prenez un œuf, si vous prenez un petit oiseau, si vous prenez un jeune enfant, ben, c'est quelque chose que vous devez faire attention, de ne pas le prendre trop serré, sinon vous pouvez faire mal ou briser ou quoi que ce soit. Puis si on ne le prend pas avec assez de force, ben, il peut tomber, puis se blesser ou casser.
Donc, c'est pour ça que on donne ces exemples-là pour montrer comment l'équanimité doit être, c'est ça, avec un bon équilibre. Aussi, pour montrer un peu comment on applique le cinquième obstacle, c'est que le huitième antidote au cinquième obstacle, c'est que, par exemple, si j'essaie de faire quelque chose, par exemple, je vais endormir un enfant. Si je veux endormir l'enfant, j'utilise toutes sortes de manières, toutes sortes d'antidotes pour arriver à le calmer. Mais une fois qu'il est calme, j'ai plus besoin de réutiliser les mêmes antidotes. Par exemple, si je mettais une musique pour l'endormir, mais maintenant, une fois qu'il est endormi, je recommencerai à mettre la musique parce qu'il peut se réveiller. Donc, de la même façon, c'est quelque chose qui dérangeait mon esprit, j'applique son antidote, mais une fois qu'il ne dérange plus, j'ai plus besoin d'appliquer, sinon ça va déranger ma méditation. C'est comme si, par exemple, j'arrête les pensées conceptuelles, puis là, je trouve un état de paix intérieure. Puis dans cet état de paix intérieure-là, je commence à penser « Wow, que je suis bien, wow, que ça va bien, hey, que j'ai une bonne méditation, hey, que c'est extraordinaire. » Bien là, je suis en train d'encore réactiver mon esprit conceptuel. Donc, comme ça, on essaie de plutôt de appliquer l'équanimité de non-application. Donc, le quatrième, cinquième, c'est un peu à l'inverse. Quatrième obstacle, c'était non-application, donc je mets l'application. Puis au cinquième niveau, c'est l'excès d'application, donc j'arrête l'application. Voilà, on a terminé pour l'explication des 5 obstacles et des 8 antidotes. Donc la prochaine fois, on expliquera beaucoup en détail le tableau ici, avec les 9 étapes, qu'est-ce qu'elles représentent. Il y a 6 forces qu'on parle aussi, 4 modes d'application, c'est quoi réellement le calme mental, tout ça. Puis là, après ça, l'autre cours aussi, on parlera de la sagesse, la 11e étape qui est vraiment en haut, ici, là. Ouais, là-bas, comme ça. On parlera de la 11e étape. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro, si vous devez partir, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, aujourd'hui, on est plus, 12. Aujourd'hui, 12 personnes. Ah, bonjour Marie, c'est vrai que je t'ai pas vu. C'est bon, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi je voudrais savoir si quand tu obtiens le calme mental et la vision supérieure, est-ce que ça veut dire que tu as une compréhension de la vacuité? Oh, c'est une bonne question. OK, c'est comme. Quand on parle comme ça de la voie bouddhiste, OK, on parle, c'est la progression sur les 5 voies. Quand on parle du calme mental, le calme mental qui est développé avec la pensée de se libérer du samsara, c'est l'obtention de la première voie. Quand on a développé la compréhension de la vacuité, il y a plusieurs niveaux, OK? Sur la première voie et la deuxième voie, on appelle la voie de accumulation et la voie de préparation. Donc, attends, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Je vais fermer. Quand on est sur la voie de accumulation, de préparation, notre compréhension de la vacuité est conceptuelle. Ça veut dire que oui, on peut comprendre la vacuité. Comme maintenant, exemple, maintenant, si je commence à étudier un peu la vacuité, je comprends un peu le sens, l'interdépendance, tout ça. Quand même maintenant, même exemple, moi, quand j'ai commencé à lire sur la vacuité, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai réfléchi, mais j'arrivais à comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est vraiment au niveau conceptuel. C'est pas une pénétration directe du sens de la vacuité, c'est vraiment comme juste comme compréhension avec des concepts mentaux. Donc, sur la voie, aussi quand on atteint le calme mental, aussi la première étape, la voie d'accumulation, la voie de la préparation, c'est aussi conceptuel. Mais plus qu'on avance sur la voie d'accumulation, plus qu'on avance sur la voie de la préparation, sur la voie d'accumulation, il y a comme 3 niveaux de progression. Sur la voie de la préparation, il y a 4 niveaux. C'est seulement quand on franchit le 4e niveau de la voie de la préparation que là, on atteint la voie de la vision, que là, notre perception de la vacuité est comme directe. Ça veut dire comme on comprend de façon instinctive, spontanée, sans le concept, la nature des choses. Donc, comme ça, habituellement, quand on parle du calme mental, le calme mental est présent ici, tout le temps, OK? Mais le début du calme mental, lui, on n'a pas encore réalisé la vacuité. Quand on arrive sur la voie de la préparation, où la vision supérieure se développe ici, sur la deuxième voie, à ce moment-là, le calme mental et la vision supérieure sont unis. À ce niveau-là, on a la compréhension
intellectuelle de la vacuité, mais surtout aussi la vision supérieure est là aussi. La vision supérieure, c'est le chemin complet de tout l'enseignement bouddhiste. Donc, il y a comme ça différents niveaux de compréhension de vacuité. On peut l'avoir sur la première voie, deuxième voie, mais c'est un niveau conceptuel. À partir de la troisième voie, c'est plus conceptuel jusqu'à l'état de Bouddha. Merci, c'est très clair. Jason? Oui, Céline. Bon, moi, la vacuité, là, m'a dit que j'ai bien de la misère à comprendre ça. Je réussis pas à comprendre c'est quoi, c'est pas le vide en réalité. Non, pas le vide. OK, je vais parler juste 2-3 minutes, mais après, on va parler plus au dernier cours, OK? On parle plus en détail. Okay? Mais juste 2-3 minutes, OK? Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Juste comme la vacuité, ça veut dire vide d'existence indépendante, OK? Pourquoi? Parce qu'on dit dans la philosophie bouddhiste, rien n'existe de façon indépendante, tout existe en interdépendance. Donc, tout existe en interdépendance. OK? Exemple, maintenant, je vais dire un arbre. OK? Un arbre, des fois, on voit un arbre, on dit ah, l'arbre, c'est une chose, c'est l'arbre. OK? Si je demande à quelqu'un, est-ce que l'arbre, c'est de l'eau? Il va dire, mais non, c'est pas de l'eau. L'arbre, c'est un arbre. De l'eau, c'est, regarde à la piscine, c'est de l'eau. Est-ce que l'arbre, c'est de l'eau? Non. Est-ce que l'arbre, c'est du feu? Non plus. On prend du feu pour brûler l'arbre. C'est pas du feu non plus. Est-ce que l'arbre, c'est de la terre? Non plus. Est-ce que l'arbre, c'est du vent? Non plus. Est-ce que l'arbre peut exister sans les 4 éléments? Sans le feu, sans la terre, sans l'eau, sans l'air? OK, ouais. L'arbre, c'est un ensemble des 4 éléments, mais c'est aucun des 4 éléments. Comme ça, exemple, même chose notre personne. OK? Est-ce que, par exemple, si je demande Céline ou Jason, Jérôme, est-ce que si je prends mes lunettes, je dis, est-ce que ça, c'est Jason? Mais non, je veux dire, c'est mes lunettes. Si je prends mon oreille, je dis, est-ce que ça, c'est Jason? Non, c'est mon oreille. Si je prends l'oreille, si je prends l'œil, si je prends le cheveu, si je prends mon cœur, mes poumons, c'est aucun des morceaux, c'est Jason, mais quand même, Jason. Donc, comme ça, si je cherche un vrai Jason indépendant, il n'existe pas. Jason, c'est un nom qu'on a donné à l'ensemble de toutes ces choses-là réunies ensemble. Donc, comme ça, le concept de vacuité va à l'envers de notre vision comme que les choses ont une nature autonome, indépendante. Quand quelqu'un voit Jason, OK, mettons qu'il me dérange, on dit « Ah, c'est lui qui m'a dérangé ». Mais c'est qui celui? Si on cherche à comprendre c'est qui celui, on va voir qu'il n'y a aucun objet de saisie. Donc, quand on comprend la vacuité, toutes nos émotions s'apaisent naturellement. Bon, OK, ça me donne une idée mieux que ce que j'avais là. C'est bon, on va parler aussi. OK, merci, Jason. Ça fait plaisir. Oui, Sylvia, après Jérôme, OK? OK. J'ai une petite question qui semble nounoune, là, mais j'ai toujours le même petit problème quand je médite, que je sois seule ou bien là avec tout le monde ou en groupe, en vrai. Je commence à angoisser puis à être distraite beaucoup. Plus le temps passe parce que je sais que la petite clochette va sonner puis ça va me faire un saut. C'est niaiseux, là. Mais je me demande comment lutter contre ça. En vrai, je ne vais pas sonner la cloche. C'est correct comme ça? Ou je me dis, mais non, mais quand je suis toute seule, je me dis, comment je vais savoir que j'ai fini? Ah, mais clochette. Pas me mettre un réveil matin. Mais clochette, c'est pas dangereux, pas besoin d'avoir peur. Non, mais ça me fait faire un saut quand je suis très absorbée. J'ai beaucoup de misère à faire le vide en moi, à faire le calme en moi. Ouais, c'est... Là, ça se met à interférer de plus en plus. Ça va sonner. Tu sais, ou c'est-tu fini, là? C'est-tu fini? Tu sais, c'est fou. Ouais, c'est ça notre agitation, un peu d'agitation, mais Oui. c'est bon, un peu comme penser, un peu comme lâcher prise, un peu comme ah, c'est pas grave, c'est pas de. OK, lâcher prise. C'est pas grave, comme ça, c'est un peu exemple, mettons, si c'est exemple, mettons, comme un exercice pour la mort. OK, un jour la mort va arriver comme ça, mais OK, maintenant je lâche prise. Quand je m'exerce comme ça à lâcher prise, qu'est-ce qui me fait peur? Ouais. Je m'approche. Un peu comme essayer de lâcher prise, peut-être c'est bon. C'est bon. Merci, ça m'aide, ça. Ça fait plaisir, Jérôme. Oui, la méditation sur l'impermanence, une réalisation d'un sujet tel qu'il soit, il peut aboutir à son terme, ou bien peut-on mener une réalisation comme ça indéfiniment, ou bien à un moment donné, la réalisation est établie de l'impermanence, par exemple la précision humaine, puis c'est OK, ou bien il va falloir comme... il y a ce degré de réalisation complète d'un sujet où
progression vers la réalisation? Est-ce qu'à un moment donné, on arrive à attaquer ou bien on peut toujours continuer à aller plus fort encore dans une réalisation? Oui, je pense que c'est bon. Comme ça, je pense que jusqu'à l'éveil, on peut aller plus fort, OK? Mais c'est sûr que dans notre conscience, comme à un certain niveau, des fois, qu'on peut dire comme quand même, il y a un niveau satisfaisant qui est atteint, OK? C'est- par exemple, dans notre méditation, comme quand je fais la méditation sur le lamrim, il y a plusieurs sujets de méditation. Mais c'est sûr, vraiment, si j'attends d'avoir une réalisation parfaite sur la précision humaine, donc j'irai jamais au deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, tout ça. Donc, c'est un peu comme nous-mêmes, arriver à une certaine compréhension, quelque chose de comme assez clair pour nous, assez frais pour nous, assez comme vivant pour nous. Donc, après, passer au niveau suivant. Est-ce que c'est vraiment complet comme ça? Je pense pas non plus, OK? C'est vraiment, de toute façon, quand on n'a pas atteint le calme mental, c'est facile de perdre notre réalisation aussi. Des fois, on est agité, après ça, on diminue notre effort dans la pratique, après ça, on revient aussi encore comme avant. Quelque chose comme c'est, notre réalisation est comme fragile, OK? Donc, c'est pas encore complet, mais nous-mêmes, on peut se satisfaire un peu en disant, OK, maintenant, je fais un premier niveau, je vais aller un peu plus loin, comme ça, à continuer. Mais jamais penser que c'est fini. Penser toujours qu'il y a quelque chose d'autre à mieux réaliser. Bon, Thank you, thank you, thank you, thank you. c'est bon, super. Jason, c'est Françoise. Oui. Souvent, on parle souvent de la vigilance, donc on pense, en tout cas pour ma part, je pense souvent vigilance de l'esprit, et je m'aperçois au fil du temps que c'est souvent le corps qui vient me perturber. Exemple, dans certaines positions, parce que plus la méditation est longue et à un moment donné, le corps vient se manifester. Donc, je pense que la vigilance, voilà, là, je pense qu'il manque quelque chose encore. Parce que la vigilance du corps et de l'esprit va ensemble. Oui, c'est sûr. Je pense quand même. Mais la vigilance, elle, c'est bon. OK, tu te rends compte, tu dis, ah, mon corps me dérange. La vigilance, quand même, est bonne. Elle se rend compte, ah, mon corps, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est un peu notre agitation aussi, notre distraction. OK? Notre esprit n'est pas assez capable de rester concentré à l'intérieur. Donc, il pense, ah, mon genou, mon dos, quelque chose comme ça. Donc, c'est important au début. Pour nous, débutants, c'est important de toute façon la posture, OK? Prendre une posture qui est confortable, OK? Donc, une fois que la posture est confortable, c'est pas rien de mauvais pour notre santé ou pour notre confort, OK? Donc, après, comme vraiment faire un peu comme un genre d'effort à l'intérieur, OK? Un peu comme essayer de se concentrer. Donc, mais des fois, on n'est pas capable, arrive la distraction, comme ça, c'est ça, c'est normal. C'est un peu comme une sorte de distraction qui arrive dans notre esprit. Ok. C'est essayer comme ça, mais comme je disais tantôt, exemple, mettons, si on pensait à l'impermanence, OK, mettons, si j'ai mal quelque part, si je pense, OK, je vais mourir dans 2 minutes, OK, on n'a plus mal maintenant, ça ne dérange plus, OK? Notre esprit est trop comme, c'est pas assez intégré dans le concept de l'impermanence. Comme, tu sais, même chose, exemple, des fois, on donne une belle vie, mais les gens, des fois, ils pensent pas à qu'est-ce qu'on a de bon dans la vie. Ah, les routes au Québec, c'est pas bon. Ah, la température est pas bonne. Quelque chose comme des fois des petites choses, mais on met beaucoup d'emphase dessus. C'est qu'on n'est pas assez comme convaincu, on n'a pas assez vu la richesse de notre vie. Mm. Un peu comme ça, ouais. Ok. C'est bon, tout le monde? Oui. Merci, Jason. Ah, Merci, Jason. Merci. Merci. Dans une semaine, c'est la dernière, la semaine prochaine, hein?